Donc, l'usine du livre au futur, tant faut-il qu'il en existe. On va essayer de déterminer avec nos invités qui sont des experts en la matière. Donc, François Tollet, qui est directeur commercial de Comori France, Philippe Govard, qui est directeur marketing HP France, Olivier Julien, PDG de EasyPrint, et Pascal Lenoir, directeur de la production de Calimar, mais également président de la CCFI. Voilà. Alors, en fait, à peu près à 3 mois et demi de la groupe A, j'ai demandé à nos experts de regarder dans leur boule de cristal et d'essayer de nous prédire l'avenir. Autant que la parole est à notre ami Pascal, qui va nous expliquer aujourd'hui, faire un état des lieux de ce qu'est la production, les systèmes de production et ce qu'il conçoit comme étant les systèmes d'avenir. Grand chantier. Bonjour. Donc, production de livres. Alors, peut-être définir ce qu'est un livre, parce que souvent il y a confusion. Un livre, c'est plein de choses. C'est un marché structuré avec du noir, de la couleur. Déjà, on a 2 grandes rubriques, avec des images, avec du texte, pour simplifier. La deuxième chose, donc si on prend le noir, on a une partie littérature grand format, où là, on a un marché qui est spécifique, et du poche. Ensuite, sur la partie couleur, on va avoir, allez, on va commencer par le livre d'art, on va faire le scolaire, on va faire les guides, on va faire de la BD, on va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Aidez-moi. Non, le roman, c'est de l'autre côté. Donc, enfin... Pour dire que pour un éditeur chargé de production, comme on peut, certains sont dans la salle, l'être, le champ est extrêmement large. Donc les outils de production que l'on attend aujourd'hui sont des outils qui vont s'adapter à des problématiques de diffusion, de distribution et de production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là où on avait un système on va dire, extrêmement stratifié, de prise de décision, aujourd'hui, une décision de lancement de production est liée à des problématiques éditoriales, artistiques, mais aussi de distribution, diffusion des ouvrages et de fonctionnement du marché. Un lecteur de livres de poche ou de littérature générale n'est pas le même que celui d'un dictionnaire ou d'un livre scolaire. Donc évidemment, là, où on avait des systèmes de production liés à des tirages, donc on lançait une production, on stockait et on livrait. Maintenant, il faut se reposer la question, qu'est-ce qui est le plus opportun? Qui nous oblige à avoir une nouvelle relation avec nos fournisseurs, avec l'ensemble de nos fournisseurs, qui est de redéfinir quelles sont les priorités, qualité, prix délai, par exemple, et le mode d'approvisionnement le plus approprié à l'ouvrage. Exemple, je prends la littérature générale. Littérature générale grand format. On va avoir plusieurs typologies d'ouvrages, mais on va avoir des best-sellers et on a une best-sellerisation de la production et des achats d'ouvrages, qui fait que sur un laps de temps de plus en plus court, on a besoin de plus en plus d'ouvrages. Donc, quel est l'outil le plus approprié pour pouvoir livrer un nombre de points de vente assez important? On doit être autour des 12 000 points de vente en France, je crois, sauf erreur. Comment approvisionner dans les conditions qui sont aujourd'hui réglementaires aussi, de livres, prix unique du livre, etc., de isoformat, de pouvoir distribuer un ouvrage à une grande quantité en fonction d'un besoin. Donc ça veut dire des outils de production importants, mais ça veut dire aussi des moyens de contrôler et de vérifier où en est la production et où en est la distribution et de pouvoir mélanger l'ensemble des informations pour prendre la bonne décision et le bon nombre. On va prendre une autre problématique. Allez, le scolaire, par exemple. Là, on est en pleine réforme scolaire, donc ça va durer 2 ans. On va avoir besoin d'un nombre d'ouvrages reliés en très grande quantité. Qu'est-ce que le marché aujourd'hui, en termes d'outils, va pouvoir proposer? Des rotatives, des machines-feuilles en 100 à 160 et de la reliure. Alors, si on recentre sur la France, des rotatives, il n'y en a pas une qui fait le même format. En reliure, il n'y en a plus. Donc, où est-ce qu'on produit? Vous allez en Italie, vous
vous avez de Turin à Venise, vous avez les mêmes rotatives, les mêmes relieurs. Voilà. Donc, nous, là, les éditeurs, c'était pour donner deux axes, on a besoin, un, de pouvoir analyser nos besoins en termes de volume, deux, d'avoir des outils le plus proche, non pas de la plus grosse machine, la plus rapide, la plus forte, la plus puissante, mais la plus pertinente par rapport à un marché donné et à un besoin donné. Donc ça veut dire de redéfinir le dialogue entre l'éditeur et les différents prestataires, et ensuite d'avoir un tissu industriel cohérent, non pas basé sur la mode, mais sur aussi des réels besoins industriels et durables. Donc on voit, est-ce qu'on peut aller jusque-là, des imprimeurs aujourd'hui français extrêmement concentrés sur un produit, donc dans des phases extrêmement dangereuses en termes de risques. On voit des imprimeurs étrangers qui, eux, par exemple, vont faire plusieurs produits, donc du livre, du magazine, du dictionnaire, de la BD, du catalogue, de la grande distribution. Ils vont mélanger tout ça et diminuer leur risque par rapport au nombre de produits. L'autre chose, ils vont avoir une capacité à pouvoir importer, exporter des produits imprimés partout un peu en Europe, ce qui permet, un jour, vous avez une réforme, si on revient sur le scolaire, une réforme en 2 ans sur la France, et ils vont pouvoir demain alimenter l'Allemagne s'il y a besoin en Allemagne d'une production reliée, ils pourront le faire. Et parce qu'ils ont un marché, ils ont des clients. Donc nous, pour revenir sur la problématique de l'éditeur, bien ce que l'on va demander au travers de la DOPA, c'est de pouvoir trouver des matériels avec des imprimeurs, parce que il y a un nouveau dialogue là à recréer, qui est le dialogue entre le constructeur de matériel, l'imprimeur et l'éditeur, de trouver des solutions qui pourront porter les besoins là d'aujourd'hui, mais aussi de demain sur des problématiques d'impression, de façonnage et de délai de réaction, avec une capacité à pouvoir démontrer et donner de l'information sur là où on est la production à tout instant. Voilà. Ok, merci. Donc François Tollet, donc vous allez répondre à votre vision de ce marché et quels outils vous allez fournir aux éditeurs afin qu'ils puissent répondre à leur mission qui est de diffuser dans les meilleures conditions possibles leur ouvrage. Merci. Bonjour. Alors, je suis François Trollet, responsable commercial de Komori France, qui est constructeur de presse offset et de solutions digitales. Et donc, effectivement, Pascal en parlait, le métier est en train de se redéfinir autour de ce que peuvent apporter les imprimeurs aux éditeurs, et donc, on remonte au constructeur, de ce que le constructeur peut apporter à l'imprimeur pour qu'il puisse se diversifier. Et donc, on a eu tendance à opposer 2 solutions qui étaient les solutions digitales et les solutions offset pendant de nombreuses années, alors que ce sont des solutions qui peuvent très bien cohabiter. L'ensemble des constructeurs doit se redéfinir aujourd'hui autour du digital, parce que le papier a tendance à se repositionner au centre de la communication. Alors, c'est très global, c'est pas dû au livre, mais le papier doit être un bel objet. Le papier doit être quelque chose que l'on garde fièrement. Des constructeurs comme Komori ont travaillé sur des solutions digitales dans des formats de plus en plus importants pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande, mais aussi dans l'offset avec des technologies de séchage instantané HUV chez Komori qui permettent aux clients imprimeurs de pouvoir imprimer sur énormément de supports différents. Donc une grande volonté d'apporter de la valeur ajoutée aux supports imprimés, d'apporter de nouveaux supports, des plastiques, des papiers de création, des papiers textiles. On a quelques exemples en bas d'exposants qui proposent un ennoblissement de cette façon-là. Et donc, on va dire que les quantités moyennes chez nos clients imprimeurs ont tendance à diminuer. On parle du livre d'art. Et que, par contre, le but
budget alloué en général reste identique, mais les clients veulent se faire plaisir. Donc au lieu de faire 10 000 exemplaires auparavant, ils en font peut-être 2000, mais ils y apportent une vraie valeur ajoutée par un petit peu de solutions numériques qui peut être de la personnalisation, par aussi des supports inimprimables jusqu'à présent en offset conventionnel. On a aussi un nouveau service qui, la santé et la survie des imprimeurs français ne passera que par un service que d'autres imprimeurs ou que l'éloignement ne peut pas combler. L'impression à la demande est quelque chose qui se rencontre de plus en plus. L'avantage pour l'éditeur, c'est qu'il n'y a plus du tout de stock. L'avantage pour le consommateur, c'est qu'il peut retrouver des éditions de bouquins qui ont été complètement épuisées. Et donc on imprime un exemplaire et on le livre. Donc ça, c'est principalement au niveau digital que ça se passe. Et puis je pense que la survie des imprimeurs en France, dans le livre, ne passera que par ces éléments-là. Des choses que d'autres pays ne peuvent proposer pour l'instant. Toujours conserver une longueur d'avance dans le domaine technologique. Et voilà, je pense que c'est les principaux éléments. Des révélations sur la Drupa que vous avez présentée. Alors la Drupa pour Komori c'est l'AMEC mondial. On présentera des machines HUV, donc à séchage instantané, en 8 couleurs, donc impression recto verso en un seul passage. Nous présenterons des machines spécifiques packaging. Et dans le domaine du digital, on présentera une presse en format 58,5 par 75, impression jet d'encre, la possibilité d'imprimer tout type de support que l'on trouve dans les imprimeries modernes, la possibilité d'imprimer des plastiques aussi en digital, puisqu'on aura une impression en UV et un séchage LED, donc un séchage instantané aussi en réception. Vous êtes récemment en Israël, ici. Oui, mais je dirais rien. non, je plaisante. Donc HP pour les arts graphiques en ce qui me concerne, très concerné par à la fois la technologie jet d'encre et laser pour l'impression. Ce qui nous tient à cœur en introduction, c'est surtout le modèle économique du livre qui est extrêmement bien défini en France, où tout le monde doit pouvoir gagner sa vie à l'intérieur, aussi bien les imprimeurs que les éditeurs, que les gens qui font la distribution et la diffusion, les auteurs bien évidemment. Et ça fait partie vraiment de nos réflexions très fortes depuis maintenant une dizaine d'années, pour essayer de trouver des solutions d'impression qui vont dans ce sens-là. Très précisément, le 7 mars et le 29 mars seront annoncés mondialement des nouveautés infiniment probantes pour le monde du livre, particulièrement pour les livres couleurs. En ce qui nous concerne, nous avons dépensé plusieurs centaines de millions sur les 4 dernières années pour faire des nouvelles technologies, de nouvelles choses qui vont servir énormément donc, les gens qui impriment des livres et qui fabriquent des livres, parce que l'impression est évidemment la fabrication. On n'est pas trop bien évidemment dans les rotatifs au volume. On est plutôt là pour servir les besoins des maisons d'édition à travers les imprimeurs, sur des besoins qui peuvent aller de quelques unités jusqu'à plusieurs milliers, mais certes pas 5 ou 10 000. Donc que vous dire de plus que soyez un petit peu patient, mais grâce à des gains de qualité et de productivité, nos clients pourront effectivement répondre beaucoup plus avant sur les besoins des maisons d'édition. Olivier Julien, donc c'est la vie de l'imprimeur. Oui, voilà. Je représente donc l'industriel, l'homme de métier à cette table ronde. L'usine du futur, c'est un mot intéressant, mais il faudra déjà se demander s'il y aura encore des usines en France demain. Parce que l'usine du futur, elle existe pratiquement déjà. Notre usine est déjà c'est un petit laboratoire du futur, pour ceux qui la connaissent. D'autres confrères dans cette salle sont du même niveau. Faites-nous confiance, chef d'entreprise, pour être innovant et aller chercher la technologie chez les constructeurs et en faire profiter les clients. C'est la base du commerce. Il faudrait juste être certain que des usines se construisent et se développent encore en France.
Pascal Moulin faisait une remarque en parlant beaucoup, malheureusement un peu trop, de mes choix de l'étranger. Il faudrait déjà que nous, industriels, on puisse se développer, parce qu'on n'est pas plus bêtes que les autres, et qu'on ait les coups des franches. Mais la tendance n'est pas très nette. En tout cas pour ce qui concerne les aides aux investissements, les fiscalités en Europe qui sont, comme vous le savez, complètement incohérentes. Il n'y a pas plus d'Europe que dans ce sens que... Donc c'est très compliqué pour nous. Bon, je reviens, je ne vais pas digresser trop sur l'économique, mais c'est quand même important, parce qu'on pourrait parler de technique, mais c'est pas passionnant. L'usine du futur, il ne faut pas se leurrer non plus, elle doit être effectivement innovante. Nous avons pris une des premières HP en France il y a 5 ans. Il y en a encore très peu. Donc ça veut dire qu'il y a que les confrères et concurrents et copains ont donc du mal à investir. C'est pas pour rien, donc j'en reviens à mon propos initial. Et il ne faut pas se leurrer, la concurrence nous oblige à robotiser. Ces révolutions industrielles qui se succèdent, la 3e, on en est même dans la 4e, avec ces fameux objets connectés, l'ubérisation du monde, etc. Il ne faut pas se leurrer, ça va laisser du monde sur le carreau. On est pour accélérer les vitesses de production et réduire les coûts, puisque tout le monde nous demande de réduire les coûts, il faut robotiser. Et donc ça va laisser des gens à l'écart. Faut être un peu lucide sur ça. Là c'est un petit peu plus embêtant, mais l'usine du futur va être économe d'hommes. Et ça ne va pas arranger nos affaires avec 6 millions de chômeurs officiels et 8 officieux. Donc je vais digresser un tout petit peu. On peut revenir à cette table ronde sur la technique et l'usine du futur. Elles existent déjà, faites-nous confiance à nous tous dans cette salle. Il y a des très belles sociétés françaises, étrangères aussi, mais très belles sociétés françaises qui, dès qu'elles peuvent innover, elles le font. Elles se précipitent et tout le monde en profite. Comme disait Philippe, toute la chaîne graphique en profite. Donc laissons les chefs d'entreprise un peu plus libres de leur mouvement et tout le monde en profitera. C'est un peu libéral, mais c'est comme ça. Et on peut donc parler de technologie, d'impression à la demande, qui est une grosse tendance aujourd'hui. Alors là, on revient à la robotisation. On peut reparler d'amélioration technique dans les qualités couleurs. Nous l'attendons tous, les constructeurs y travaillent d'arrache-pied. Donc cette innovation permanente, on la suit, nous, industriels. Je dis un nous général, parce que on n'a pas à rougir, les imprimeurs, de notre capacité de réaction à innover, à être dans le développement durable, dans l'écologie. Ça fait des années qu'on y est avant tout le monde. On nous demande des labels à n'en plus finir, des certifications impossibles, qu'on ne demande pas forcément d'ailleurs aux autres concurrents européens. Il faut peut-être se poser la question. Donc faites-nous confiance, faites-nous travailler surtout, et on innovera et vous en profiterez forcément. Voilà. Pascal, lors du ronde à Bercy, nous parlions du rapatriement des travaux en France. Alors, chez les imprimeurs français, et également en termes de façonnage. Alors, est-ce que la technologie, comme le disait François Trollet, les innovations technologiques en France permettent de maintenir ou de rapatrier des travaux? C'est pas la technologie, elle existe déjà. Aujourd'hui, le même matériel existe partout dans le monde. Donc chaque constructeur représenté ici savent très bien qu'ils sont capables de vendre le même matériel partout. Le problème est la liberté des chefs d'entreprise qui, dans la structure des industries graphiques françaises, a fait qu'on était extrêmement stratifié et où chaque machine est devenue un atelier, est devenue une entreprise. Aujourd'hui, il faut repenser la chose, et là, ça ne demande pas simplement de la liberté, mais aussi de la concertation, de la compréhension des problématiques des uns et des autres, donc de refonder une relation client-fournisseur, où il va falloir redéfinir quel est le bon outil, ou quel est le bon enchaînement d'outils
et quelle est la mise en place de techno à mettre en place. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, vous pourrez demander à faire revenir les éditeurs en France. Si vous voyez un projet à la CIR qui est soutenu, Brun qui était à côté d'imprimeur, qui n'a pas été soutenu, qui disparaît, eh bien la CIR qui a disparu tout de suite derrière, où on fait de la reliure demain. Si aujourd'hui en France, on a des rotativistes, je parlais de scolaires, ou pratiquement aucun rotativiste français aujourd'hui qui peut imprimer du livre, n'a pas les mêmes lèses. Vous faites comment? On prend des risques, éditeurs, à avoir un imprimeur qui est arrivé à un moment, on dit stop, je ne peux pas prendre mon ouvrage, je ne peux pas prendre tes ouvrages, on a du papier dans une lèse, on n'a plus le temps de le refabriquer, on ne peut pas produire. Et on sait que sur des livres scolaires, c'est 15 jours, c'est entre le 15 juillet, on imprime entre le 15 juillet et le 30 juillet, et on relit derrière. Donc, voilà, on parle de livres qui reviennent en France. Il y a par exemple des structures sur le livre, l'étude le montre sur le livre noir. Le livre noir, à 70-80%, est imprimé en France. C'est un métier sinistré. Donc ce n'est pas qu'un problème de fiscalité et autres, c'est un problème aussi de réfléchir ensemble sur quels sont les bons outils. Un imprimeur ne peut plus vivre sans façonnage, sans reliure, ne peut plus vivre sans penser, non pas machine, mais penser process, et avoir une autre relation, et là c'est peut-être aux éditeurs aussi de changer, sur une compréhension de leurs problématiques, non pas seulement à court terme sur j'ai quel prix pour quel tirage, mais j'ai quel besoin à moyen terme, et de dire, de travailler avec des fournisseurs, imprimeurs ou prestataires aussi informatiques, sur toute la problématique planning, commande et EDI et autres, c'est de redéfinir des process à moyen terme qui permettront une meilleure compréhension, une meilleure fiabilité de l'outil, une meilleure productivité, parce que malheureusement, derrière il y a un prix de vente, il y a des marges, il faut redistribuer la marge à tout le monde. Pascal, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous disiez sur le noir, c'est une concurrence effrénée. Le syndicat nous avait dit il y a 2-3 ans, l'UNIC, qu'il y avait 3 imprimeries par jour qui disparaissaient. Ça fait 1000 par an. C'est moins que les exploitations agricoles, mais c'est quand même un chiffre important, ce qui fait que nous étions 5500 imprimeries et qu'en 2017, nous ne serons plus que 1500. Donc quand je parlais de dégâts et de dommages collatéraux, vous voyez bien que toutes ces imprimeries qui ferment et tous ces salariés ne trouveront pas de travail. Dans le noir, Pascal vient de dire qu'il y avait une grosse concurrence, forcément. Les constructeurs nous livrent des machines de plus en plus extraordinaires, de plus en plus rapides, on cale plus vite, on imprime plus vite, donc il y a trop de machines, trop de cylindres, comme on dit dans le langage des offsetistes, c'est un peu le même débat. Donc l'innovation destructrice dont on parle, dans le titre d'un livre de Jules Ferry, on innove, mais elle détruit les emplois, il y a des phases difficiles. Donc on est dans cette phase difficile, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a encore trop d'imprimeurs, même dans le noir, dans le livre, a priori, on en connaît qu'on a des difficultés. Donc c'est dur, ça saigne, c'est dur, c'est pour ça que j'insistais sur cet avenir qui est motivant. Il ne faut pas être pessimiste, mais il faut être lucide et se mettre à la place de ces industriels qui sont dans ce système concurrentiel et innovant qui n'est pas propre à l'imprimerie. On peut aborder des tas d'autres sujets à cette table, sur d'autres métiers. C'est la même chose. Est-ce qu'on attend également des innovations en termes de finition, en termes de brochage, en termes de reliure? Est-ce que vous avez, vous les industriels, vos cartons, des projets, ou est-ce que vous allez présenter également la DOPAC? Philippe Cohen, on est un peu frustré par votre réponse. Oui. Non, franchement, nous on a lié des partenariats extrêmement forts avec les fabricants, les constructeurs de machines de finition. Ils sont extrêmement bien identifiés, ils ont des spécificités, des compétences, des capacités à délivrer des produits fantastiques. Un est apparu donc, il y a très peu de temps, dans la chaîne du temps, c'était l'année dernière, par une entreprise qui s'appelle Manon, qui permet de faire des choses fantastiques avec sa machine, aussi bien de produire des livres entièrement finis, mais également des journaux, mais également des brochures, des machines, c'est quand même assez passionnant. Mais on préfère valoriser ces spécificités-là. On a quelques partenariats au niveau international avec des constructeurs.
dans le domaine du digital, on n'est pas dans le livre, on est plus dans le brochage, etc. Mais je voulais revenir aussi, en France, on a un vrai savoir-faire graphique, une vraie culture graphique. Les imprimeurs sont des imprimeurs qui travaillent excellemment bien. Nous proposons les mêmes machines partout dans le monde, et je crois qu'on peut dire qu'au niveau qualitatif, en France, on arrive à avoir les meilleurs résultats. Donc ça n'est pas qu'une machine, c'est aussi l'ensemble de la chaîne, la photogravure, etc., qui font le résultat final. On a des éléments d'excellence, on a des imprimeurs qui se regroupent avec sous des effigies comme Imprimlux, etc., qui permettent de mettre en avant le savoir-faire français. Le cadre d'or qui est remis tous les ans à la meilleure impression. Je pense que s'il y avait un cadre d'or mondial, les imprimeurs français l'auraient bien souvent. Donc c'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire, je pense qu'il faut rester positif, qu'il faut se camper là-dessus. C'est vrai que c'est hyper compliqué, mais par la diversification, la variation des supports proposés, c'est la survie de l'imprimerie dont on parle actuellement. Conclusion et puis une question. Alors, je signale que dans quelques minutes, on mettra en place la prochaine table ronde des nouveaux enjeux de la diffusion de livres. Donc, je vous invite à rester. Non, mais ça va, vous m'entendez, là, ça porte, d'accord. Donc, conclusion, Pascal, et puis une question, une seule. Donc, le livre, c'est vrai que le livre est un objet, et un objet à durée de vie plus ou moins longue, et surtout longue. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin de qualité, et donc de façonnage, d'impression de haute qualité. Donc, tous les outils qui vont venir et qui veulent produire du livre, tous les imprimeurs qui sont sur le sujet doivent, c'est vrai, être dans l'excellence. Ça, c'est un prérequis. Et on en a en France. Il faut que l'on puisse discuter sur quel outil de demain, quel process de demain. Parce que la peur, moi, que je vois, on va avoir de bons outils. Ce que je ressens, et c'est pas simplement en France, hein, puisqu'on imprime un peu partout en Europe, on sent des entreprises qui subissent un marché extrêmement dur et qui perdent en capacité de contrôle, de vérification, de formation et de capacité d'expertise. Et là où on avait un service, où on avait des besoins de services importants sur le suivi de la qualité des ouvrages, et je ne parle pas que de la France, hein, je parle partout en Europe, on a de plus en plus de soucis. On est obligé de faire, refaire, et où des gens ne comprennent plus ce qui se passe dans leur imprimerie. Donc, ok pour les outils, n'oublions pas les hommes, c'est ceux-là qui les font tourner, et on a besoin de formation. Et ça passera au travers d'un dialogue ensemble. La dernière chose, le livre ne pèse que 5% de la consommation de papier française. Nous ne pourrons pas porter dans le livre la restructuration de l'ensemble de la filière, où on voit des pans entiers de consommation papier qui disparaissent. Donc, il va falloir qu'on discute sérieusement, parce qu'on ne pourra pas porter de toute façon les 95 autres % qui sont en train de diminuer. Nous, c'est stable à peu près, mais on aura besoin d'expertise, on aura besoin d'excellence, et on a besoin de tous les savoirs. Oui. Effectivement, il faut savoir que la consommation de papier baisse annuellement et continuellement de 7%. Les vendeurs de papier donc souffrent d'ailleurs beaucoup, et c'est le même chiffre d'ailleurs pour le nombre d'affranchissements de plis en poste. Les envois de postaux baissent de 7% par an. Donc vous imaginez, voilà, le papier baisse. Mais bonne nouvelle, effectivement, le livre se porte bien. Il n'a pas touché, heureusement, comme la musique l'a été ou la vidéo l'a été. Il n'y a pas de Netflix pour le livre, il n'y a pas de iTunes Music ou comment ça s'appelle pour la musique, de Deezer. Donc le livre va bien, les livres de e-book, même aux États-Unis, baissent déjà. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas énormément. Donc la bonne nouvelle pour nous tous, imprimeurs et lecteurs, c'est que le livre ne va pas disparaître comme les autres produits culturels. Et il y a même des exemples amusants. J'étais dans un restaurant où
j'ai découvert un livre de La Fourchette. Bon, je ne fais pas de pub spécialement pour La Fourchette, mais ça veut dire qu'un modèle économique comme La Fourchette a réimprimé des livres, des guides papier, et qu'ils ont distribués à 250 exemplaires dans tous les magasins, dans tous les restaurants, pardon. Donc même là, ça fait plaisir de voir qu'un modèle web a réussi à régénérer, à réimprimer du livre en papier. Ça, c'est un petit signe sympathique. Okay. Merci. Donc, je suis désolé, on n'aura pas de questions, parce qu'on va mettre en place la prochaine. Et vous pourrez peut-être dialoguer avec eux. Merci d'être venus et merci de rester également. Donc, les nouveaux enjeux de la diffusion du livre, nous allons en débattre avec Pascal Bovero, qui est délégué général de l'UNIC, Régis Habert, PDG de Phoenix, qui nous expliquera ce qu'est Phoenix, Guillaume Busson, délégué général du syndicat de la librairie française, Loïc Ménage, directeur des ventes livres de Maurice Imprimeur. Alors, et également, d'ailleurs, Pascal Legras, qui ne voulait pas partir de la filière du livre, qui a été édité par la DGE Bercy, le ministère des Finances et l'UNIC, à l'initiative de l'UNIC d'ailleurs. Les enjeux stratégiques des éditeurs professionnels. C'est un extrait, hein, c'est pas l'étude dans son intégralité. Les enjeux de la distribution, qu'il s'agisse de la fragilité de la librairie tout en lui concédant une force particulière en comparaison avec la situation d'autres pays, ou de la concurrence de nouveaux acteurs, plateformes de l'Internet, etc., ou de nouveaux canaux de distribution du livre, abonnement, illimité, streaming. Le défi pour les éditeurs est de conserver la maîtrise de leur distribution et pour ce faire, d'être en mesure d'optimiser leurs coûts, la chaîne logistique, d'être en capacité d'égaler leur niveau de service aux consommateurs, recommandations, expérience usagée, lieu et délai de livraison, profondeur du catalogue titre phare, et de pouvoir élargir leurs services sur l'ensemble de la chaîne impression à la demande, vente et liseuse. Alors, le grand enjeu également, c'était finalement la numérisation des librairies. Donc, alors, je vais donner la parole donc à M. Husson, qui est délégué général du syndicat de la librairie française, pour nous donner son point de vue, et donc nous servir un petit peu de locomotive à ce débat. Écoutez, merci, je vais essayer de tracter ce train prestigieux qui m'entoure. Donc Guillaume Busson, je représente effectivement le syndicat de la librairie française, qui est le syndicat des 3200 librairies françaises, soit à travers le monde avec l'Allemagne, qui a à peu près une densité de librairies indépendantes sur son territoire équivalente à la nôtre, le réseau de librairies le plus dense au monde, et je pense qu'on y reviendra. Je représente, vous avez parlé de librairies numérisées, je ne sais pas trop si je sais ce que c'est, en tout cas je représente essentiellement des librairies physiques qui sont présentes sur Internet, on y reviendra, et qui sont essentiellement des librairies, bien évidemment, qui ont pignon sur rue. Dans un marché, nous avons eu dans ce lieu même, il y a quelques jours, la conférence annuelle de GFK qui pointait la bonne santé du marché du livre, qui est en progression après 3-4 ans de petite baisse ou stagnation. Donc c'est un comportement atypique sur les marchés culturels, puisque les autres marchés culturels ont plutôt tendance à baisser, voire à plonger pour certains d'entre eux. Et dans ce marché du livre qui se porte plutôt pas trop mal, la librairie indépendante tire très bien son épingle du jeu. La librairie indépendante, je rappelle que c'est près d'un livre sur deux vendu en France, et dans un marché qui progresse de 1,7-1,8% en 2015, la librairie indépendante a un chiffre d'affaires qui progresse de pratiquement 3% sur la même période. C'est le cas aussi des grandes surfaces culturelles type Fnac et Cultura. Donc on a un réseau de magasins physiques de vente de livres qui se porte plutôt bien. Alors les ventes sur Internet continuent de progresser, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis 2 ans, la progression des ventes de livres sur Internet, là je parle des ventes physiques, se ralentit considérablement. On était auparavant sur des progressions à 2 chiffres d'une année sur l'autre. On est aujourd'hui sur des progressions qui ne sont plus des progressions à 2 chiffres, et notamment le premier acteur que vous connaissez tous, qui s'appelle Amazon, a une progression sur le livre qui s'est assez considérablement réduite. Et là où les librairies vendent près d'un livre sur 2 aujourd'hui en France, on considère, c'est difficile d'avoir la mesure exacte puisqu'Amazon interdit la publication au panéliste de chiffres sur le circuit Internet, mais nos estimations nous laissent
penser que le circuit Internet, le commerce électronique représente à peu près 13% du marché du livre en France. Le livre numérique, là aussi il y a un comportement atypique en France, puisque par rapport à d'autres pays développés, notamment les pays anglo-saxons, le marché du livre numérique en France demeure très réduit, alors que ça fait maintenant 20 ans qu'on en parle. Ce n'est pas une nouvelle technologie, hein, c'est une technologie bien implantée, tous les devices sont disponibles, tous les éditeurs s'y sont mis, tous les marketeurs, etc. Et pourtant, le livre numérique peine à dépasser 2% du marché du livre en France. Marché qui est largement concentré dans l'édition professionnelle, juridique, technique, scientifique, de savoir, avec par exemple les revues de sciences humaines qui sont très largement dématérialisées. Part importante aussi sous ces 2% de vente aux bibliothèques, c'est-à-dire que 2% ce ne sont pas des achats particuliers, mais pour une très large part des achats de collectivités, ce qui veut dire que l'attachement au livre papier, je crois qu'on sera sensible dans cette enceinte, l'attachement au livre papier reste en France extrêmement fort, et là où on disait que fut un temps, c'est parce qu'on n'avait pas les bons supports de lecture, les bonnes tablettes, les bonnes liseuses. Aujourd'hui, on a tout ça. Après, c'est parce on n'avait pas encore l'offre disponible. Certes, l'offre numérique n'est pas équivalente à l'offre papier, mais on a aujourd'hui de quoi lire pendant plusieurs vies en numérique si on le souhaite. Et ensuite, on a dit que c'était les prix qui étaient trop élevés. Les prix baissent fortement sur le numérique chaque année, mais s'il n'y a pas d'attractivité, même en mettant des livres numériques à 1 ou 2 euros, je ne suis pas sûr que c'est ça qui développe le marché. Par contre, je suis sûr que c'est ça qui réduira la valeur sur l'ensemble de la chaîne. Donc, rapidement sur le thème de votre table ronde, les enjeux de la diffusion, moi j'en verrai plusieurs. Le premier, c'est la diversité, qu'il ne faut jamais oublier, on n'en parle pas tant que ça, mais le livre est un marché, une industrie, entre guillemets, c'est aussi une industrie culturelle, mais une industrie, qui de loin représente la diversité la plus forte. On a sur le marché français aujourd'hui entre 700 et 800 000 titres différents disponibles. Je ne parle pas d'exemplaires, je parle de titres différents. Et on vend, selon les données GfK parues il y a quelques jours, on a vendu pratiquement 400 millions d'exemplaires papier en France. Donc cette diversité-là, elle est tout à fait incroyable. On compare souvent à la pharmacie ou au disque. Dans la pharmacie, c'est quelques dizaines de milliers de références. Dans le disque, on était à un peu plus de 100 000 références. Dans le livre, on est entre 700 et 800 000 références, ce qui implique d'ailleurs aussi, c'est un enjeu culturel, mais c'est un enjeu logistique aussi, parce que, et mon voisin qui représente le groupe Gallimard ne me démentira pas, c'est de la production, c'est du stockage, c'est de la distribution, c'est du transport, c'est de l'informatique. Donc il y a des enjeux très forts derrière cette diversité. Deuxième enjeu en matière de diffusion, si la librairie indépendante fait mieux que résister mais se développe, c'est parce qu'elle représente aujourd'hui une proposition à la fois commerciale, culturelle et sociale qui séduit de plus en plus de lecteurs, de plus en plus de clients. Cette proposition, elle repose sur la proximité, sur la diversité de ses assortiments, de son offre, sur de l'expertise, sur du conseil, sur de la relation humaine, sur de l'animation qui n'est pas uniquement, même si c'est un point important, inviter des auteurs, faire des festivals, mais un libraire aujourd'hui est un véritable animateur d'une communauté culturelle et sociale à mains égards qui se retrouve autour de ce commerce atypique, qui se retrouve physiquement, et qui peut se retrouver aussi bien évidemment sur les réseaux sociaux. Les libraires que je représente, je l'ai dit en introduction, sont avant tout des libraires physiques, dans un lieu physique, des personnes incarnées dans un lieu vivant au cœur d'un quartier ou au cœur des villes, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'ils n'ont pas pris, je l'entends trop souvent dire qu'ils n'ont pas pris le tournant d'Internet ou du numérique. Nous avons aujourd'hui près d'1 millier de libraires qui vendent des livres
sur Internet. Alors c'est moins visible parce que c'est une présence disséminée, c'est moins visible que certains grands sites naturellement, mais mis bout à bout, ça représente naturellement pour les librairies et pour l'ensemble du marché une part non négligeable. Les libraires se sont réunis sur des plateformes, sur des portails régionaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est libraire indépendant, ne serait-ce que pour des raisons économiques et pour des raisons de visibilité, il est très difficile de développer tout seul dans son coin son activité sur Internet. Et si on le fait, c'est très aléatoire, et en tout cas, ça n'offre pas la visibilité requise. Donc les libraires se sont réunis, vous avez des grandes plateformes comme leslibraires.fr, Place des libraires, Paris Librairie, des grandes plateformes qui à chaque fois réunissent 100 à 300 libraires, ce qui permet évidemment de mutualiser les coûts, de présenter aux clients l'ensemble des fonctionnalités, de faire remonter les stocks, comme on dit, c'est-à-dire qu'un client qui va sur ces portails et qui cherche un ouvrage sait tout de suite dans quelle librairie cet ouvrage est présent, il peut le réserver et aller le chercher en librairie, il peut se le faire expédier à domicile, ou il peut l'acheter en numérique. Voilà. Et ça veut dire que, par exemple à Paris où nous sommes, vous avez un site et une application qui s'appelle Paris Librairie, qui regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de librairies parisiennes, qui mutualisent sur ce site et cette application leur stock. Ça veut dire qu'à travers cette application, à 2 pas de la bourse ici, vous avez virtuellement et physiquement présent dans ces commerces un stock beaucoup plus important que celui d'Amazon. Et vous pouvez avoir accès à ce stock beaucoup plus vite que ce que vous permet Amazon. Voilà. Donc, c'est une performance que permet cette mutualisation entre libraires. Sur le numérique et les libraires, nous n'avons pas 1000 librairies effectivement présentes sur le marché du numérique, mais quand même plusieurs centaines, là encore évidemment à travers les portails que je vous ai cités. Le problème aujourd'hui, c'est que les dispositifs sur lesquels s'appuient les libraires et leurs opérateurs plateformes pour vendre du numérique sont moins efficients, en quelque sorte, que les systèmes fermés et propriétaires de grands acteurs type Kindle, Apple, Kobo par exemple, qui fonctionnent, vous savez, en système propriétaire, en système fermé, ce qui, selon nous, est préjudiciable à l'expérience client, et notamment parce qu'il n'y a pas d'interopérabilité, c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'univers Kindle, vous ne pouvez pas sortir de l'univers Kindle, vous ne pouvez pas acheter ailleurs, vous ne pouvez pas lire avec d'autres supports de lecture. La contrepartie pour le lecteur, c'est une expérience de lecture, un confort, une fluidité, une efficacité en quelque sorte qui sont très opérantes. Donc nous travaillons aujourd'hui sur un système plus ouvert que ce système propriétaire, plus interopérable, mais qui fournirait la même qualité d'expérience client, d'expérience de lecture surtout, pour les particuliers. Voilà. Un mot peut-être de l'impression à la demande, parce que je sais qu'on y reviendra. Voilà, donc on aura l'occasion d'y revenir. J'espère que le train est parti. C'est parti. Régis Savert, donc DG de Phoenix. Donc première réaction, et vous nous expliquez finalement ce que fait Phoenix. Et donc je vais commencer par vous expliquer ce que fait Phoenix, et puis ensuite, oui, je dirais quelques mots sur ce qu'a dit M. Husson, sur quoi, globalement, on est tout à fait d'accord. Vous allez voir la portée du projet que porte Phoenix, et nous avons nous aussi besoin du réseau des libraires. En quelques mots, Phoenix est une société qui a été créée à l'initiative du Syndicat national de l'édition, donc les éditeurs, par le Cercle de la librairie, qui est un des syndicats professionnels donc des éditeurs. Il faut entendre le Cercle de la librairie, il faut entendre le mot libraire, libraire au sens de l'éditeur libraire du 19e siècle, qui faisait donc ces deux métiers dans le même endroit. Le projet en fait est un projet de numérisation et de commercialisation de livres qui sont encore sous droit, qui ont été publiés pendant le XXe siècle, mais qui ne sont plus disponibles chez l'éditeur. Ça représente un corpus de livres entre 200 000 et 500 000 livres. Vous
vous voyez que la marge d'erreur est assez importante, mais on ne sait pas vraiment. Je dirais que au fur et à mesure que l'on pioche dans les collections du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, on se rend compte que il y a des collections qui sont plus importantes que prévues, d'autres moins importantes. Donc on verra bien. En tout cas, nous sommes lancés dans un programme de numérisation sur 9 ans pour les 200 000 premiers livres numériques. Alors nous, on ne fait que du numérique, donc nous n'avons aucune forme d'exploitation papier, et même l'IAD, on en reparlera tout à l'heure, n'est pas quelque chose qui est directement prévu dans notre mission. Le programme, pour finir, est un programme qui est sous-tendu par une loi qui a été votée le 1er mars 2012 à l'unanimité du Parlement, et cette loi donc définit en fait tous les caractères de cette numérisation, de cette commercialisation. Ce dont je peux vous assurer, c'est que nous sommes excessivement sensibles à la qualité des produits que nous produisons, et c'est aujourd'hui c'est unanimement reconnu par les professionnels du livre que les premiers livres de Félix sont de très bonne qualité, donc ce sont des bons livres numériques qui ont un taux de faute très faible, qui ont porté une grande attention à la sémantisation d'un certain nombre d'éléments, les notes par exemple, ou les tables des matières. Aujourd'hui, je vous donne quand même quelques chiffres. Nous avons au jour d'aujourd'hui commencé donc sur un programme de numérisation qui a commencé à la fin de l'année 2014. Nous avons numérisé à peu près 26 000 livres. Il y en a 10-12 000 qui sont déjà en vente. Notre plateforme de référence, c'est la plateforme Eden, que nous utilisons en marque blanche, et nous sommes connectés à peu près, grosso modo, une centaine de libraires, dont les libraires indépendants les plus importants et les plus avancés dans le domaine numérique. Alors pour boucler ce que disait M. Luçon, nous on est très intéressés à ce que les libraires portent cette offre, parce qu'elle est importante, parce qu'elle n'est pas directement en concurrence avec l'offre des nouveautés, puisque ce sont des livres, de toute façon si vous les cherchez, vous pouvez éventuellement les trouver d'occasion, sur des très bons sites d'occasion, mais souvent à des prix qui sont parfois peu raisonnables. Là donc on a une politique de prix qui par contre est très raisonnable, et d'autre part, ce qui nous intéresse, nous, un peu notre profession de foi vis-à-vis de la librairie, c'est de dire que ce qui nous intéresse, c'est que le client du libraire qui veut un livre numérique qui est dans notre catalogue, il faut qu'il aille l'acheter sur le site ou sur l'application de son libraire. Nous, on a une volonté, on est quand même une société qui a été créée par le Syndicat national de l'édition, qui lui-même soutient la librairie indépendante française, et nous nous inscrivons totalement dans ce mouvement. Monsieur Luçon donc, a parlé de livre à la demande, de prix de demande. Donc, pour Loïc Ménage, qui est directeur des ventes libres, Henri, qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les relations, les services que vous pouvez rendre aux libraires et aux éditeurs? Et comment vous voyez l'avenir de ce type de diffusion? Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à dire que le groupe Maury aujourd'hui n'est pas actif proprement dit sur l'impression à la demande à l'unité. Mais bon, on regarde effectivement à voir comment ça peut être mis en place. Donc tout d'abord, nous, notre première question, et ça c'est une question à laquelle on ne va pas pouvoir répondre tout seul, c'est une question qu'on va pouvoir répondre, je dirais, en partenariat avec les éditeurs, et aussi par l'intermédiaire des éditeurs et des libraires, de savoir qu'est-ce que l'impression à la demande. Est-ce que l'impression à la demande, c'est donc de l'impression à la commande, donc on va répondre finalement à une demande qui va être une commande, ou alors est-ce que c'est de se dire j'imprime de 1 à 10 exemplaires, donc vraiment à l'unité. Donc là, c'est une première question à laquelle aujourd'hui, chez Maury, on n'a pas répondu, on ne sait pas répondre, on en discute, et on aimerait effectivement avoir l'expertise de nos clients et partenaires éditeurs. Pour l'imprimeur, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu par rapport à l'impression à la demande, donc c'est la mise en place des machines, ça c'est pas un souci. Tout imprimeur, je dirais, qui se respecte va pouvoir le faire, donc ça, c'est un enjeu qui est pas très important. Par contre, il y a deux autres enjeux qui sont importants. Le premier, c'est de définir, puisqu'on veut remettre donc à disposition un fonds aujourd'hui qui n'est plus disponible, sans avoir le stock qu'on peut avoir sur de la nouveauté. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on définit ce produit? Parce que faire de l'impression, si on fait de l'impression à la demande à l'unité,
Est-ce que le produit, on va le dégrader? Est-ce qu'on va limiter le nombre de formats? Est-ce qu'on va travailler sur une qualité papier qui va être standardisée? Des finitions en termes de couverture aussi standardisées. Donc tout ça, ce sont des questions effectivement qui doivent être posées et qu'on doit effectivement, je dirais, évoquer avant de se lancer dans ce type de projet. Un point aussi pour l'imprimeur qui est très important, mais qui est lié aussi à l'éditeur et au libraire, c'est toute la partie workflow, toute la partie donc EDI, qui est le traitement de la commande. Comme on arrive aujourd'hui sur un traitement de commande quasiment unitaire, si on prend la définition de l'impression à la demande comme une impression à l'unité, si on n'automatise pas tout le traitement de cette commande, on ne va pas pouvoir aller chercher de la rentabilité, que ce soit pour l'imprimeur, que ce soit pour l'éditeur. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse arriver à trouver de l'informatisation, puisqu'aujourd'hui, traiter une commande de 20 000 ou de 200 000 exemplaires, ça coûte aussi cher que de traiter une commande à un exemplaire. Donc il faut vraiment là-dessus qu'il y ait un travail sur la partie informatisation. Il y a un autre enjeu en fait qui est la partie distribution-diffusion. Aujourd'hui, on va dire que dans ce qu'on voit sur la POD, souvent la solution c'est de dire je produis sur mon site et j'envoie directement chez le libraire via la poste. Donc ce qu'on voit avec le peu de recul qu'on a, c'est qu'en général le coût d'envoi vers le libraire est pas forcément optimisé et pose un problème. Donc on a réfléchi un peu sur cette approche et au niveau de la vision qu'on en a, c'est qu'on se demande si finalement il ne faudrait pas essayer de produire de manière proche du centre ou des centres de distribution pour pouvoir effectivement essayer d'intégrer finalement la commande POD dans le flux de la distribution existante. Voilà. Donc voilà pour notre vision. Je vais essayer de parler fort. Donc Pascal Povero, délégué général unique, votre opinion également, ou en tant que représentant des imprimeurs. C'est une délicate mission que tu me donnes, Daniel, déjà par rapport à ce qui s'est dit, une chose que je partage évidemment, dans la précédente conférence, précédente table ronde, je voudrais, pour rassurer, si telle est ma vocation, rassurer les membres, l'assistance en fait, et notamment les jeunes qui veulent rentrer dans le secteur, vous redire qu'on ne perd pas 1000 établissements industriels par an dans les industries graphiques. Parce que dans 5 ans, on ne serait plus là. Fort heureusement, la recomposition du secteur, ce n'est pas celle-là, pour 3 raisons. Premièrement, le secteur des industries graphiques, pré-presse, impression, finition, est très nomenclaturé. Bon, je sais bien, c'est du langage de technocrate, mais ça nous est complètement imposé par l'approche publique que vous connaissez. Ceux qui agissent à partir d'un fichier, qui le mettent en forme, prêt à imprimer, qui le façonnent, qui font les reliures que vous connaissez à haute valeur ajoutée, et qui travaillent avec les éditeurs, qui sont leurs principaux clients évidemment, et essentiels dans le partenariat, peuvent, dans les nouveaux enjeux et nouveaux outils que l'on connaît, s'inscrire dans d'autres champs conventionnels que le nôtre. Ce qui veut dire qu'il y a de très beaux imprimeurs de livres qui ne sont pas dans l'imprimerie labeur. Ces gens-là n'ont pas disparu du secteur. Nous perdons chaque année des entreprises dans le haut de la Manche, soit parce qu'il y a un retournement, parce que les modèles économiques sont non viables, soit dans la catégorie des toutes petites entreprises, par intransmissibilité. C'est tout. On est sur une tendance qui est la même en Europe, partout. Mais il n'y a pas un effondrement, une attrition générale, c'est faux. Quant au tonnage traité, il est à 2 150 000 tonnes l'année dernière, contre en effet 3 millions, un peu plus de 3 millions, je parle sous le contrôle de Gilles, il y a maintenant une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? La surface imprimée est quasi identique. Le nombre de signes envoyés au secteur, aval et amont, est identique, voire en inflation. Et en fait, si vous regardez bien,
regardez bien la composition des marchés du secteur, vous voyez que le marché de la grande distribution, qui ne diminue pas, bien au contraire. Vous vous souvenez de ceux qui avaient annoncé que le monde était condamné au zéro papier? Ils ne sont pas dans cette salle. Vous vous souvenez de ça? Amusant. Et d'autres qui disaient en effet, dans le secteur du livre, que le livre numérique avait totalement bousculé les nouveaux paradigmes de l'acquisition des connaissances. Ils sont très peu là aussi. Étonnant. Hier, Jean-Marc animait une conférence où il y avait la restitution de l'observatoire de KPMG. Pour ceux qui étaient, vous avez compris que l'émergence de ces modèles-là n'est pas encore acquise. Donc je reviens au fond de ce que tu disais, Daniel, et de la thématique de cette table ronde. Je voulais déjà rectifier ça pour ne pas désespérer Billancourt. Et aussi vous dire qu'il y a des imprimeurs qui répondent à des offres, des demandes, pardon, et qui savent valoriser, je dirais, en quelque sorte, tout l'ennoblissement du livre, qui reste en effet, comme disait Guillaume, essentiel dans sa réincarnation physique. Et c'est pourquoi les libraires sont nos alliés naturels, parce qu'eux n'ont pas déserté les centres-villes, et ils pensent en effet que la rematérialisation, la visibilité, le principal point de diffusion, évidemment, et l'animation qui va autour, fait partie de notre paysage. Le livre, Pascal le disait tout à l'heure, en pourcentage de chiffre d'affaires, et en tonnage traité a fortiori, n'est pas le principal marché des industries graphiques. Mais il n'est pas que symbolique, car il y a 85 imprimeurs en France qui font du livre. Et si jamais il n'y a pas ce marché interstitiel, l'autre partie de leur activité tombe. Donc, il faut avoir ça en tête. Je ne parlerai pas de toutes les contraintes réglementaires que vous connaissez. Puis il faut avoir trois autres choses qui nous ont amené, vous le savez, avec la branche, à réfléchir à d'autres canaux de diffusion. Premièrement, le rôle d'une organisation professionnelle comme la mienne, c'est d'être des lanceurs d'alerte. On est des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a quelques capteurs dont il faut se saisir pour voir si on peut se diversifier dans le sens de ce qu'exigent nos clients, les éditeurs. Deuxièmement, sur la logique de distribution, je partage l'avis de notre ami de Maury, c'est se rapprocher le plus du centre de la logistique, en fait, qui est exigé aujourd'hui, c'est-à-dire l'hyper-réactivité. Et la réduction, évidemment, des détirages et le fait que les flux doivent être encore plus optimisés qu'aujourd'hui. Regardez dans l'étude qu'a coordonnée BL avec Jean-Marc, regardez bien, les verbatives des éditeurs sont très clairs sur le sujet. Et c'est un travail de fond qu'il nous faut mener avec le support de l'État qui est présent dans cette salle. C'est très important qu'il y ait cette espèce d'hyper-réactivité dans la gestion des flux et surtout dans le profilage, si je peux dire, qu'il y a derrière. La question que posait notre ami sur livre à la demande, pas livre à la demande, c'est un débat picrocolien, mais il se trouve qu'un modèle économique spécifique. En ce qui concerne l'unique, le livre à la demande, c'est le livre à la commande. C'est la pulsion à l'unité. Et si c'est la pulsion à l'unité, ce n'est pas le livre en court tirage. Ça a énormément d'importance dans le modèle industriel qui nous est cher. De même, avec la branche, on a testé d'autres modèles, vous le savez bien. D'ailleurs, ça fait jaser. La production sur le lieu de vente, ça fait jaser. Les gens n'ont pas compris qu'on était en mode expérimental. En mode expérimental pour savoir si un modèle économique, un modèle technique sur les fonctionnalités, et surtout, si on pouvait lutter quelque part contre l'hyper-digitalisation qui fait qu'aujourd'hui, l'animation, l'ennoblissement, je dirais la mobilité, le fait que tout ce qui a tué une partie d'autres branches industrielles s'imposait en fait au secteur du livre. Nous considérons que tous les choix qu'on avait présentés au Salon du Livre doivent être, je dirais, examinés. Et on est dans la biodiversité économique comme on est dans la biodiversité environnementale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un canal qui cannibalise l'autre. Et quand je parle d'interstice, c'est que nos amis imprimeurs qui nous défendent dans cette approche-là, dans le projet que l'on porte avec l'IDEP et son directeur, c'est d'embrayer sur production sur
sur le lieu de vente, quand c'est possible, espace culturel, librairie, etc. Puis, impression, même à l'unité, mais en mode industriel. Heureusement qu'il y a quelques imprimeurs en France qui sont extrêmement pointus sur le sujet, et surtout, ce travail de fond qu'on doit mener avec les éditeurs, distributeurs, puisque leurs unités sont captives pour la plupart d'entre elles, et le travail qui est en train de se réaliser, parce que, très honnêtement, sinon il se fera sans nous. Vous connaissez tous les projets qui existent à l'heure actuelle d'implantation de systèmes d'optimisation et donc d'impression à la demande chez les distributeurs captifs de nos amis éditeurs. Il y a aussi des toutes petites maisons de distribution pour des plus petits éditeurs qui travaillent avec nous en province et qui essaient de rester dans la droite ligne de ce qu'on a dit dans l'étude livre, comment relocaliser. Et moi, je rebondis sur ce que disait Bastien depuis plusieurs années, sur quels sont les trous dans la raquette, quoi. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'on est plus mauvais que nos amis, je dirais, derrière quelques frontières, on ne va pas les citer, qui ont une offre intelligente, incontestablement, une offre optimisée, au bon moment, avec un marketing très particulier, avec des accompagnements aussi très particuliers, sur lesquels je ne m'étendrai pas, parce que ce sont des accompagnements publics, parapublics, fiscaux, très intéressants, et qui profitent, hélas, si je puis dire, à la logique du moins-disant. Et la logique du moins-disant, quand on pleure sur la disparition des relais industriels en France, regardons-nous tous, s'il vous plaît. Alors je passe la parole justement à Pascal Guérin, qui va les regards croisés, donc il va réagir aux propos des uns et des autres. Ah, c'est sympathique. Bien, alors, sur la distribution-diffusion, vue du côté éditeur, mais qui malheureusement a une vue un peu globale de la problématique, puisque la majorité des gros éditeurs sont aussi libraires parfois, et donc et distributeurs, et diffuseurs, et diffusent d'autres éditeurs. Donc c'est vrai que c'est un lieu, un laboratoire permanent, où on peut valider, envisager différents modèles. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une best-sellerisation de notre filière. Donc même si on a de plus en plus de nouveautés, 54 000 l'année dernière, je crois, sur tous les livres, donc c'est vrai que c'est une filière qui est étonnante. Elle multiplie, puisque les nouveautés s'agrègent d'année en année, elle multiplie le nombre de références. Le chiffre de tirage moyen des ouvrages diminue, mais on a une best-sellerisation. Donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de plus en plus d'ouvrages qui ont de moins en moins d'espérance de vente, et de plus en plus d'ouvrages qui ont de plus en plus d'espérance de vente. Donc, et on est dans une problématique de péréquation. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est essentiel, il y a des outils qui sont des outils interprofessionnels et qui permettent cette diversité à tout le monde, de l'auteur, parce qu'on l'oublie aussi, mais de l'auteur jusqu'au libraire, jusqu'au lecteur. Donc, maintenant, il est évident que les outils industriels, il faut qu'ils se rapprochent de la diffusion. Ça, c'est clair. Même sur des gros ouvrages, et ce n'est pas une question d'impression à la demande, c'est une question qu'aujourd'hui, le marché réclame un ouvrage, et nous, cette année, alors je vais faire juste une petite aparté, sur Gallimard, on a vu un ouvrage édité en 64, Hemingway, qui d'un seul coup, du fait d'un événement malheureux, d'un seul coup a explosé. Il faut que la production puisse suivre. Donc est-ce qu'on a le fichier, pas le fichier? Vous savez, ça se pose encore aujourd'hui sur une grande partie de nos ouvrages. Et c'est pas, malheureusement, avec les EPUB qu'on va pouvoir faire nos ouvrages, c'est avec des fichiers en interne. Bon, c'est avec des imprimeurs qui ont une capacité de production, mais de production, pas simplement à petite quantité. Là, c'était des grosses quantités qu'il fallait, parce que le marché le réclamait, et les libraires le demandaient. Mais ça veut dire une proximité avec la distribution, et ça veut dire aussi de gros camions pour pouvoir les transporter rapidement. Mais ça veut dire aussi de savoir où sont les stocks dans le réseau. Et ça, aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est qu'on n'a pas d'informations sur les stocks dans le réseau. En plus, on a une difficulté dans nos métiers, et là, c'est une révolution culturelle, c'est que tout au long de la chaîne, alors je vais faire certainement réagir, mais je viens d'autres milieux où on était un peu plus carré sur les livraisons.
C'est livré à partir du moment où on n'a pas l'information contraire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'information comme quoi le camion n'est pas arrivé, eh ben, on considère que ça doit être livré, puisqu'on a dit que ça devrait être livré. Eh ben, c'est pas vrai. Et donc, ça va se tendre. Et donc, il va falloir une traçabilité permanente de l'ensemble des quantités, sur, que ce soit petit tirage, moyen tirage, gros tirage, sur l'ensemble de la chaîne, de l'imprimeur, en passant par nos stocks, en passant par les libraires, ou voire des plateformes intermédiaires, parce qu'il existe parfois des plateformes intermédiaires. Et ça, avec des marchés qui sont, comme on le disait dans la précédente table ronde, différents entre un livre de littérature générale, un essai, donc là on est sur du noir, et des livres, un dictionnaire ou autres ouvrages qui vont être millésimés. L'autre problème, alors on parlait d'impression à la demande, comme ça je peux balayer tout. L'impression à la demande. L'impression à la demande, oui, mais la qualité de l'ouvrage. On ne peut pas passer à une qualité inférieure. Pourquoi? Parce que ça veut dire, qu'est-ce qui justifiera la différence? On sait aujourd'hui qu'on ne vend des ouvrages qu'à partir du moment où ils sont repérables dans les librairies, c'est-à-dire en nombre, tiens, par l'unité déjà. Parce que si je mets qu'un seul ouvrage dans une librairie en France, je ne suis pas prêt à faire des ventes. Il faut qu'il y en ait partout. Il faut qu'il soit différenciable. Il faut qu'il soit de la qualité attendue par le lecteur. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise rencontre, un mauvais rendez-vous avec son lecteur. Et peu importe le mode d'impression, qu'il soit en grande quantité, ou si 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50, 70 ans après, puisque les droits d'auteur c'est 70 ans, 70 ans après, l'ouvrage, la personne qui vient acheter un ouvrage qui parfois en littérature est quand même autour de 19 €, le prix moyen je crois en littérature générale, bien il est quelque chose de correct entre les mains. Donc la couverture, la jaquette, l'endoblissement, l'impression, le papier, tout ça est à mettre en œuvre. Donc l'impression à la demande à l'unité, oui, mais alors là, pour avoir le prix et pouvoir rémunérer l'ensemble de la chaîne avec un bouquin unique et différencié, là ça commence à devenir compliqué. Maintenant, si on envisage un autre mode de production qui soit beaucoup plus proche de la distribution, qui soit et qui mélange de l'unité, du petit lot, du moyen lot, du gros lot, et on le sait bien, sur des séries d'ouvrages, on peut avoir 10 ouvrages, 20 ouvrages différents chez un imprimeur, voire même de différents éditeurs, où c'est le même papier, le même format. Mais il faut que l'imprimeur puisse avoir les outils chez lui, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, de pouvoir analyser sa production au quotidien, voire sur plusieurs jours, pour pouvoir amortir des frais fixes qu'il faut qu'il diminue, évidemment, pour pouvoir amener un coût plus faible, ramené à l'unité, et plus important sur sa valeur. Donc c'est des nouveaux paradigmes. Il va falloir donc, comme on disait à la table ronde précédente, rediscuter ensemble, et pas les uns contre les autres ou les uns derrière les autres, parce que souvent encore, aujourd'hui ça se passe, des discussions qui se font sans que tout le monde soit à la même table. Ce serait bien que tout le monde soit à la table, tout le monde discute, et tout le monde envisage les choses un peu sereinement, mais c'est clair qu'il va y avoir des décisions à prendre qui ne feront pas plaisir à tout le monde, parce que là, il y a un vrai besoin de changement, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ce seront d'autres, soit d'autres acteurs, soit certains, comme certains projets étaient a priori évoqués tout à l'heure, prendront leurs propres décisions et mèneront leurs propres projets, et ce ne sera pas forcément en faveur de toute la filière. Guillaume Busson, Impression sur les lieux de vente, qu'en pensez-vous et qu'en pensent vos adhérents? Écoutez, moi ce que je voudrais dire sur l'impression à la demande, qu'elle soit à l'unité ou de court tirage, c'est que, vu de la librairie, c'est un atout pour la préservation de la diversité et des fonds de catalogue des éditeurs. Donc ça c'est très précieux parce que la librairie, elle vit de cette diversité, de ses spécificités. C'est ce que je disais au départ, c'est de porter cette diversité d'assortiment de l'offre. Donc ça c'est un atout. Maintenant,
moi, de ce que j'en sais, chez les grands distributeurs, et c'est ce qui s'est dit dans les précédentes interventions, l'impression à la demande n'est viable que si elle se rapproche de la logistique et qu'elle est, en tout cas vue de la librairie, le plus neutre possible, financièrement, et du coup, postal, etc., voilà, financièrement, économiquement, commercialement. C'est sûr sur quoi on travaille avec les diffuseurs. L'installation de dispositifs d'impression à la demande sur place, je suis beaucoup moins spécialiste que beaucoup de gens dans cette salle, mais moi je n'y crois pas une seconde. Alors je veux bien qu'on parle d'expérimentation, etc., mais on a parlé de qualité. La qualité, moi j'ai visité des centres d'impression à la demande qui travaillent avec certains distributeurs. Quand on dit qu'ils ont je ne sais pas combien de dizaines de papiers disponibles, qu'ils ont au moins 10 ou 15 types de papier pour les couvertures, qu'ils ont une machine qui coûte tant, avec une maintenance qui coûte tant, etc. Je veux dire, la librairie indépendante, comment, même les plus grandes librairies indépendantes, je n'ai pas encore vu le modèle économique, je n'en ai pas connaissance, je ne l'ai pas vu, qui permettrait d'implanter ce type de dispositif en librairie. Et quand bien même existerait-il, parce que, quand même, alors j'ai pas compris, l'impression à la demande, c'est pas pour sortir les nouveautés. Voilà, c'est plutôt pour du fond de catalogue, c'est-à-dire pour des choses qu'on ne vient pas vous commander tous les jours. Alors certes, avec des dispositifs comme ceux qui ont été présentés, potentiellement, demain, on a des catalogues qui peuvent être multipliés par 2. On est entre 700 et 800 000 si on en a 200, 500 000 supplémentaires avec les livres disponibles. Vous voyez, on va être largement au-delà du million, etc. Ça, c'est très bien. Mais, je veux dire, on a déjà un circuit logistique. Pourquoi ne pas accoler ça au circuit logistique? Et pourquoi s'évertuer, à part pour des raisons de délai, pour gagner 24 heures? Bon, est-ce que ça en vaut la peine et est-ce que ça peut être porté économiquement? Je n'en suis pas convaincu. En tous les cas, jusqu'à présent, ça fait pas mal d'années qu'on en parle, je n'ai pas eu les éléments permettant de démentir cette appréciation. Pascal. Alors, c'est juste pour compléter, il y a vraiment plein de choses que je partage. L'une des questions que nous nous sommes posées avec la branche, encore une fois, quand je parle d'expérimentation, c'est une expérimentation pour l'instant que l'on fait dans des centres de formation, n'est-ce pas? Et vous savez, c'est en mode semi-commercial chez un grand éditeur, et ce sera le cas chez un grand libraire libre, important. Tout ça contrôlé par nos amis imprimeurs. Il s'agit bien de ça, on ne se trompe pas. Moi, j'ai en effet plein de questions, comme Guillaume. La question que je me suis posée, centrale, à mon avis, c'est l'appétence pour l'instantanéité. Parce que c'était très important que l'on puisse travailler avec des réseaux de libraires, ce que l'on a fait, pour voir un peu sur les ouvrages disparus en quelque sorte, et sur des collections bien précises, l'appétence pour l'instantanéité. Est-ce que oui ou non, on perd des ventes si le libraire n'est pas à même de dire « revenez dans 24 heures ». La réponse a été brutale. Oui. Et dans 2 tiers des cas. C'est un des éléments. C'est un élément central. Qui plus est, pudiquement dans la salle, on ne parle pas d'auto-édition. Hein? L'outil dont on parle est très adapté à l'auto-édition. Très adapté. Mais moi, je ne vends pas de matériel. Grande différence avec les fournisseurs. Aucun. Donc, il faut toujours travailler avec l'intersecteur du livre pour voir toutes les solutions, parce qu'il y en a. Et il ne faut pas se contenter de réfléchir logistique, parce qu'il y a des gens qui, en effet, disent non, je ne veux pas attendre. Surtout parfois on dit, revenez dans 5 jours, monsieur. Et il y a des très grands réseaux de libraires auxquels on a dit non aujourd'hui pour des raisons d'éthique. Parce que je ne représente pas les libraires et je ne représente pas les éditeurs. Et je suis une organisation professionnelle qui est là pour défendre les imprimeurs. Donc automatiquement, en région, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une analyse du marché. Et si le marché n'est pas là, le test s'arrêtera au Fab Lab que l'on a créé, qui est en effet de faire évoluer des concepts, des paradigmes et de l'animation, en fait. Parce que les gens veulent voir, en fait, la production devant leurs yeux. Par contre, Pascal a raison sur un point, d'ailleurs c'est la loi
C'est cadré par le contrat d'édition. Pas de dégradation de qualité sur quoi que ce soit. Parce qu'en plus de ça, ça fait partie du droit moral de l'auteur. Si demain, en effet, on s'amuse à faire du sous-livre, on sait pertinemment, et là en plus je serai complètement du côté de nos amis éditeurs et libraires aussi, et du syndicat évidemment du GDL, je pense qu'il y a là, c'est pas la peine de tourner autour. Si jamais il y a une distraction par rapport à la qualité exigée, ce n'est pas la peine d'investir dans ce créneau-là, ce qui a été le cas aux États-Unis, je le dis. Donc, le travail de fond qui est en cours, ça c'est un épiphénomène. On est sur d'autres choses aujourd'hui, et il nous faut d'abord nous mettre en œuvre le plan d'action que l'on a décidé de mettre en œuvre qui concerne tous les procédés et tous les lieux. Là où on sera en accord avec tout le monde ici, plus on se rapproche du localisme dans le bon sens du terme, plus on est réactif, plus on lutte contre qui on sait. Alors, dernier tour de table en termes de conclusion, et je prendrai 2 ou 3 questions. Non, je voudrais juste, j'entends bien tout ce qui se dit, mais je voudrais juste relativiser un peu cette instantanéité à laquelle on vous presse. Je voudrais absolument créer le livre d'urgence. Alors c'est vrai qu'il y a une demande des clients quand il y a une grosse sortie, le dernier Astérix, le dernier livre politique dont tout le monde parle, le dernier Lumel, le dernier, si on va chez son libraire n'a pas, on est déçu. Enfin, encore une fois, il y a 60 000 nouveautés par an, je veux dire, enfin, où est l'urgence? Sérieusement, où est l'urgence? Internet existe, combien d'études, de rapports nous montrent que les gens, quand ils ont ce sentiment d'urgence, se précipitent sur Internet, et puis après, ils mettent 15 jours, 3 semaines ou 2 mois pour ouvrir le livre. Donc, relativisons un petit peu ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a une pression commerciale, il y a une pression des clients. Nous avons mis en place, avec les plus grands distributeurs, un mode de commande qui permet de spécifier les commandes clients urgentes. Il y a un code, vous parliez de délai, etc. Il y a un code qui permet aux libraires de marquer une commande urgente. Cette commande-là, elle est traitée par la SODIS, par Hachette, par Interforum et par d'autres en urgence, et elle arrive garantie en J+2. Voilà, donc je veux dire, moi je veux bien l'instantanéité, je veux bien l'urgence, ça serait formidable qu'on est dans les 3000 librairies françaises, qu'on appuie sur des boutons, des livres écloses, comme des. Voilà. Mais je veux dire, soyons un peu réalistes, on est en passe d'avoir dans quelques années plus d'1 million de titres disponibles. Donc la logistique derrière, l'informatique sont des choses extrêmement complexes. Travaillons tous à améliorer ces circuits logistiques et informatiques. Je suis assez persuadé que les meilleures solutions sont là. Oui, pour ma part, j'ai un peu la même vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le nerf de la guerre par rapport à l'impression à la demande, on n'est plus dans le côté production pure, on est plutôt dans le côté justement information, traitement de la commande, informatisation, et ça, quelque part, on ne peut pas, nous, en tant qu'imprimeurs, l'imposer, je dirais, aux éditeurs, aux distributeurs. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Donc quelque part, nous on est ouverts, et s'il y a des gens dans la salle, les éditeurs, distributeurs qui ont des projets, on est prêt à discuter avec eux, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Donc on a repointé sur un micro-marché le débat. Je pense qu'aujourd'hui, si on vend 50 à 100 000, 50 000 nouveautés par an et pratiquement 1 million de titres dans les librairies, il faut de vrais outils de production et de vrais circuits d'information, parce que ça nécessite beaucoup d'informations pour mettre le bon ouvrage en avant au bon moment. Les auteurs sont extrêmement demandeurs de répartition de la valeur aujourd'hui. Réouvrir le marché sur plein d'autres choses, alors oui, l'auto-édition bien sûr, évidemment. Quand on voit combien ça coûte à l'auteur d'auto-éditer un bouquin, je comprends que ça peut le limiter. Là, j'ai discuté avec quelqu'un, l'autre jour, on lui réclame carrément 1500 € pour ci, plus 1500 € pour ça. Grosso modo, son bouquin lui revient, pour qu'il puisse en produire, il revient à 5000 €. Pour la personne, pour qu'elle puisse sortir 5000 € de sa poche pour éditer un bouquin qu'elle va peut-être vendre à 50 ou 100 exemplaires, moi, je veux bien. Donc c'est l'enjeu de la profession. Maintenant,
nous, éditeurs, en relation avec des imprimeurs, l'enjeu, il est quel outil industriel de demain, avec quels partenaires, avec quels capitaux. Aujourd'hui, on voit sur le noir, on le disait tout à l'heure, 70 à 80% de nos ouvrages de littérature générale sont imprimés en France, pour un marché français francophone. La filière est déficitaire. Les principaux constructeurs de matériel n'existent plus, Thomson est liquidé. On nous propose de l'impression numérique qui... On y arrive. Ça nécessite encore un peu de... il va falloir y aller. Parce que, bon, alors on va remettre un peu en avant les anciens outils, un peu les entretenir. Bon, mais c'est ça qui nous fait vivre, bon sang. C'est avec ça que le libraire vit, c'est avec ça que l'imprimeur vit. C'est pas avec l'exemplaire qu'on va imprimer chez le libraire. C'est avec des centaines et des millions d'exemplaires que l'on vend en quelques mois, en quelques jours. Quand on arrive à faire un succès, allez, cet été il y a eu un bouquin, alors certains vont les critiquer, il y a des marques qui vont en parler. Il a fait 100 000 ventes en une journée, mais c'est fabuleux pour l'intégralité de la filière. Mais ça veut dire quel outil de logistique, quel outil d'impression il faut derrière, quel réseau de distribution, diffusion et de vente qu'il faut derrière. C'est ça celui-là. Alors après on pourra parler des miettes, mais elles viendront, on les mettra dans l'outil, il n'y aura pas de souci. Et aujourd'hui déjà, dans des plateformes intermédiaires comme Prism et autres, on est capable de mettre de l'exemplaire à l'unité en aval de la distribution. C'est-à-dire que ça passe même plus par notre doc, ça passe directement par la distribution pour gagner du temps. Et un ouvrage en POD aujourd'hui peut être livré sous 24 heures. 48 heures, c'est 24 heures. Alors, 48 heures, c'était à partir du moment de la commande. Mais on arrive. Donc, maintenant, moi je demande à Unique, je demande aux imprimeurs aujourd'hui, d'accord, ok, elle est Rhino, parce qu'on ne l'a pas cité, mais parlons-en. Ok, d'accord, mais maintenant, quid des imprimeurs qui quid de la filière pour du livre relié, du livre imprimé en noir en France demain? Là aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, j'ai des sous-réponses, et on vient me réclamer après d'imprimer en France. Donc moi je veux bien qu'on parle de ça, je veux bien qu'on mette en avant ça, mais il y a peut-être des priorités, et il va falloir prioriser les projets. Réponse rapide, Pascal. On va être très rapide, parce que sinon, en effet, je détaillerai. Et comme je déteste les postures, je ne vais pas répondre par la posture. Donc, on sait pertinemment que la posture, c'est l'imposture. Si le secteur des industries graphiques vivait de la massification, ça saurait, tu viens de dire le contraire. Tu viens de dire le contraire, que les entreprises se portent mal. Premier élément. Deuxième élément, moi je ne fais pas état d'un marché interstitiel marginal. C'est pas ça. En plus, on pourrait en débattre, ça n'a rien à voir, ça ne fait pas de l'ombre du tout aux autres marchés. Par contre, je vais arriver sur quelque chose, un socle que nous avons en commun. Tu dis qu'il faut restructurer intelligemment, partager le secteur et travailler sur ce qu'on a souhaité ensemble, au travers de l'étude de la DGE. Je vous le dis parce que si on n'avait pas la DGE, c'est ni Pascal en tant que SNE, ni moi en tant qu'Unique qui allons regrouper des opérateurs. Je serais sur l'infraction au droit de la concurrence. Je ne peux pas. Donc il faut que la DGE, qui porte le projet avec nous, et la DGMIC aussi, ministère de la Culture, et tu y as largement collaboré. Donc se posent les vraies questions que tu poses, savoir comment on recrée la chaîne de valeur et que l'on rapatrie ce qui peut l'être, parce que sinon, je pourrais entendre tous les discours sur le ciel. Vous savez, il y a quelques années, on a essayé de sauver ensemble Reliure Brun, et certains des éditeurs m'ont dit, il n'y a aucun problème, j'y mettrai les tickets qu'il faut, à condition que ce soit au prix roumain. C'est ça, la vérité. Donc, en ce qui me concerne, je ne peux pas rester assis sur un trottoir en laissant passer les trains, et je pense qu'on a tous une part de responsabilité, l'optimisation, mais n'oublions pas que tous les gains de productivité de ce secteur ont été transférés à l'ensemble de la filière. Donc, travaillons ensemble, tu as parfaitement raison, pour le peu qui reste d'acteurs majeurs, il faut les regrouper. Sur le livre comme sur d'autres sujets, parce que sinon les regroupements se font devant les parcs des tribunaux de commerce. Point. Et tu ne peux pas, on va J'ai quand même une dernière chose. On ne peut pas repatrier de l'impression en France, de la reliure ou du façonnage, si le secteur aujourd'hui n'a pas une certaine capacité à pouvoir le prendre. Donc, moi je veux bien qu'on parle de tout rapatriement, mais déjà
consolidons ce que l'on a. Et aujourd'hui, ce n'est pas consolidé. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de projets intéressants. Iréneo, ça peut être très bien dans des librairies. Mais oui, mais vous parlez de ça. Donc, maintenant, parlons vraiment ensemble de quel outil pour de l'impression importante, voilà, tous ensemble. Et après, on verra pour ce qui est d'autres marchés à développer. Mais celui-là, confortons-le, parce que si on l'oublie, celui-là, il va disparaître. Parce qu'on sait très bien que tout imprimeur qui disparaît aujourd'hui, et je finirai par ça, tout imprimeur malheureusement qui disparaît aujourd'hui, l'éditeur trouve immédiatement une solution, voire plusieurs, et voire parfois plus intéressante que celle qu'il avait. Donc essayons de conforter ce que l'on a avec le dialogue et une vision sur du moyen terme. En fait, je ne vais pas faire de conclusion. En fait, ce que je vais vous proposer, parce que vous l'avez compris, nous sommes un acteur qui n'est que numérique, donc nous nous inscrivons un petit peu à la marge de ce débat. Et comme vous venez de me dire que vous alliez, entre guillemets, vous m'excuserez la trivialité du mot, sucrer les questions, je vais mettre mon temps de parole dans les questions de la salle. Une question, voilà, une question. Phoenix, ce que vous faites sur Phoenix, on ne peut absolument pas l'avoir en... Ce que vous faites sur Phoenix, on ne peut absolument pas l'avoir en papier. Pardon? Ce que vous numérisez en Phoenix, il n'y a aucun moyen de l'avoir en papier. Alors en 2 mots, a priori, via Phoenix, non. Parce que pour imprimer des livres en papier, il faut avoir les droits papier. Et nous, le projet aujourd'hui, il est construit entièrement sur les droits numériques. Par contre, on a cité tout à l'heure une expérience qui allait avoir lieu avec un éditeur important, qui a aussi des titres dans le catalogue Phoenix, et nous travaillons aussi sur cette expérience, mais c'est l'initiative de l'éditeur. En tout cas, pas de Phoenix. On ne prend pas d'autres questions.